Josephine. I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 44 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de genre, de celui assigné à la naissance en fonction de nos organes génitaux et dans lequel on ne se reconnaît pas forcément. Parfois, c'est très tôt que l'on s'en rend compte. Enfant, la verbalisation est alors souvent plus évidente, moins contrainte par les injonctions que l'on reçoit tout au long de notre croissance. Parfois, c'est plus tard, adulte, plus ou moins âgé, et le chemin de l'acceptation est souvent plus long, plus difficile, tant on sait que l'on va transformer notre vie et celle de notre entourage. Clément a eu ce déclic après sa grossesse. Devenir parent chamboule, transforme, amène à remettre en question beaucoup de nos certitudes et fait bouger toutes les lignes de nos personnalités. S'il a rapidement compris qu'il ne se retrouvait pas dans cette case dans laquelle on l'avait mis, il a aussi pris la mesure de l'impact qu'aurait cette annonce dans son quotidien, pour sa femme et pour son fils particulièrement, au sein de son équipe de travail, auprès de sa famille et de ses amis. Avec Maud, il se livre à mon micro sur tous les sentiments par lesquels ils sont passés et leur discours est touchant tant il est sincère. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la transparentalité, la transidentité, la transition de genre et les choix que Clément a faits, et la réalité de ce que cela implique. Merci Clément et Maud de votre confiance pour aborder ce sujet qui est parfois sensible. Merci d'avoir accepté de vous raconter dans cette série d'épisodes. Merci d'y avoir mis cette légèreté qui va permettre une écoute sûrement plus large. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maud, bonjour Clément. Bonjour. Je vous reprends pour ce deuxième épisode qui est directement consécutif au premier, dans lequel nous allons traiter donc de transparentalité et de ta transition Clément. Ouais. Donc, je vais pas te faire te représenter parce que logiquement, vous avez écouté le premier épisode de Maud et Clément. Et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. C'est donc le précédent, juste avant. Mais moi, j'ai une première question qui me vient. Alors, je ne vais même pas te dire spontanément, mais je pense que c'est la première question que je me suis posée quand j'ai découvert ta transition. Est-ce que tu étais déjà, ou est-ce que ça fait longtemps que tu réfléchis à cette transition? Et est-ce que pendant ta grossesse, tu réfléchissais déjà à cette transition? Pendant la grossesse, c'était pas encore acté. Ça c'est pour un petit peu situer les choses. On va dire que le vrai commencement de réflexion sur le thème transidentité s'est posé bien plus d'un an après la naissance de Solal. Ça, c'est pour remettre dans le contexte. Donc la grossesse, voilà, il y avait pas encore ce sujet à ce moment-là. En fait, moi la grossesse, il y a un truc. Parce qu'on me pose souvent la question de savoir comment je l'ai vécu et en tant que comme trans, parce que de toute manière j'étais déjà pas quelqu'un, enfin je me sentais pas féminin déjà même, enfin depuis jamais, mais depuis toujours. Depuis toujours, je me suis jamais senti féminin, enfin ou de part de féminité en tout cas. Et on me dit mais enfin je sais pas, il y a une espèce de truc où comme quoi on devrait se sentir très femme, très féminin pendant la grossesse. La puissance féminine. C'est ça. Voilà. Moi la grossesse c'était juste un acte super chouette pendant lequel j'ai porté mon enfant, mais en aucun cas il y a eu de féminité dans cet acte-là. C'était voilà, un acte de famille, un acte d'amour, un super moment de 9 mois où on attendait notre enfant, mais ouais, c'était important de dire que il y a pas forcément, on n'est pas obligé de sentir de la féminité, on n'est pas obligé de la grossesse, femme ou quoi que ce soit. Ouais, il y a pas d'idée de genre en fait pour moi dans la grossesse. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que souvent
En plus, on le dit, quoi, c'est le moment où la femme est censée se sentir la plus belle, la plus joyeuse, la plus épanouie. Je crois que finalement, c'est pas ce qui se vérifie quand même, pour la plupart, déjà pour Oui, en plus, c'est c'est vrai. Mais c'est ça, mais en fait, ça véhicule un mythe vraiment de la féminité autour de la grossesse. Oui, et je pense qu'au début, je l'ai peut-être cherché en me disant tiens, je suis censé le ressentir, et puis finalement, en fait, je crois que on a vécu les choses comme elles étaient, et, simplement, et en plus, on a eu la chance d'avoir, comme dit dans l'épisode précédent, d'avoir une belle grossesse. Et ouais, non, en fait, même pour quelqu'un qui serait cisgenre femme, et elle a pas besoin de chercher sa féminité dans la grossesse, en fait, c'est juste Ah ouais, un complètement. magique et super, ou pas super si on le vit pas bien, mais en tout cas, il y a pas d'idée de genre pour moi dans Ouais. cette Non, là. complètement. Et tu vois, je pense que ça pourrait déculpabiliser pas mal de femmes cis qui portent des enfants mais qui n'apprécient pas la grossesse ou qui ne se sentent pas belles enceintes, de déféminiser, en tout cas de ce côté beauté de la grossesse. Il y a pas de pression à avoir, en fait. C'est ça, peut-être qu'on se met beaucoup de pression sur ce rôle-là. Et non, en fait, il faut juste le vivre comme on le ressent, et comme on a envie de le vivre. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment... et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez, parce que je sais que moi, toi, tu as dû arriver forcément après le début de sa réflexion, nécessairement, ou peut-être que vous avez échangé, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Comment vous avez mené cette réflexion? Moi, il y a eu, je pense, 2 éléments déclencheurs à cette réflexion. Alors, il y a un élément déclencheur, c'est, je pense, quand même la naissance de Solal, le fait de devenir parent. À côté de ça, j'ai eu une cassure avec mes parents qui a fait que je me suis un peu permis de mener une réflexion sur qui je suis et qu'est-ce que je ressens au fond, et du coup mener une introspection sur moi-même et sur mon genre, mais depuis mon enfance. Et c'est comme ça que j'ai découvert que, en fait, depuis tout petit, cette réflexion-là avait été latente. Alors déjà, moi, sans que j'exploite, il a fallu que je me rencarde un petit peu sur tous les termes. que ça. Ouais, sans que tu passes donc le cap, c'était en fait. Non-binaire Exactement. femme. Ensuite, Oui, parce que je me doute que mois après, c'était c'est pas quelque chose qui est spontané, en fait. C'est a posteriori que tu te rends compte que finalement tu l'amènes depuis très longtemps. Mais il y a des déclics. Donc en mai 2021, tu m'as montré une illustration. Et illustration. ces déclics-là, du coup, Clément m'a montré une le fait de illustration. devenir parent, Je t'as sais lancé plus dans trop l'introspection, ce qu'elle disait, mais c'est en clairement gros, il y avait ce qu'on évoque tous, une ça transforme personne, notre mentalité. Ouais, je pense que ça réveille, en dehors de ce sujet, ça réveille plein de choses et plein de questionnements. Et on revient aussi dans son enfance. Enfin, pour ma part, moi, je sais pas, ça m'a aussi dit, bah, tiens, comment moi j'ai grandi, comment j'ai vécu les choses, et comment je veux que mon enfant vive les choses. Et il m'a dit, même en dehors de cette c'est réflexion moi, en fait. de transidentité. Comme, et donc, forcément, ça a réveillé des et donc, souvenirs, c'est et moi, à des chaque fois, choses, qui a mis des mots dessus, parce que c'était compliqué pour Clément de l'exprimer, mais en gros, je lui ai demandé. Et donc, la réflexion tu commence sens là, que tu es avec un homme, tu es un homme. et il m'a dit, surtout oui, je suis un ce homme. rôle de parent Donc, qui arrive dans ma vie. Comme ça que ça s'est fait. Et donc, est-ce que tu captes immédiatement que potentiellement tu vas pouvoir mettre en place une transition, je pense que j'ai un ou est-ce genre neutre, que tu réfléchis et simplement à finalement, ton identité à ce moment-là? je suis un homme. Je suppose que c'est assez long comme réflexion. Et Oui, ça, ça a été hyper long parce que qu'il faut parce que pour définir, pour les personnes qui ne connaîtraient pas les termes, la non-binarité, en fait, c'est de ne pas se sentir assigné à son genre, c'est ça? Que la transition est au genre assigné, enfin, dans le genre assigné. Oui, non-binaire, ça va plus être quelqu'un qui, ce que j'ai pu voir ni comme homme, ni comme ça me parlait, mais ou alors plus dans un spectre, je vois cette personne trans, ça me parle, ça dépend des gens. Maintenant, je peux te dire que ça me parlait. Bah, moi, j'étais dans ma réflexion, mais dans le fait déjà de pas réussir à verbaliser les choses, tu te l'avoues pas. Il m'a fallu, c'est pour ça que ça peut mettre du temps, et que moi, ma transition, elle a démarré à 34 ans. Je crois que j'avais besoin de passer par ces étapes que la réflexion sur ton genre, c'est-à-dire est-ce que je suis, voilà, de faire les choses pas à pas pour arriver à ce que je suis vraiment. Exactement. Enfin, surtout pour le verbaliser finalement. Et toi, Maud, quand est-ce que Clément t'en a parlé? Est-ce que tu te souviens? Je suppose que oui, tu te souviens. Je savais que oui, parce que finalement, une fois sorti, voilà, ça allait démarrer plein de choses, quoi. Peur aussi de dire, de passer de, oui, voilà, en gros, je suis ta femme. Au début, tu as commencé à me parler de non-binarité, un homme, donc je suis de non-binarité, ton mari. Enfin, peut-être que après, je sais pas, dans ta tête, ça te rassurait peut-être de faire des étapes comme ça, du fait que de penser que peut-être ton genre était neutre, ou que t'étais plus l'un que l'autre, mais cisgenre, de façon graduelle. Tu savais pas trop où te situer. Non, puis je savais que c'était une fois que je l'avais dit, que je savais qu'il y avait un grand saut qui allait se faire, quoi. Donc
Ouais, ça avait un caractère irréversible. Ouais, quelque part. Et puis il fallait que je le dise une fois que je l'avais dit à Maud. Il fallait que je le dise dans ma tête. C'est comme ça. Il fallait que je le dise à tout le monde parce qu'il fallait que je sois. Voilà, c'était le déclic pour que je puisse être moi. Donc voilà, c'est. Tu t'es libéré à ce moment-là. Ouais, je me suis libéré, mais. Parce qu'après, c'est allé assez. Mais le fait de passer le pas, oui, c'était pas si facile que ça. Ah oui, c'est sûr. Et je suppose que dans une partie de ta réflexion, il y avait nécessairement la perception de ta famille proche, hein, donc j'entends Maud et Solal, et que ça a dû bloquer un peu quand même. Comment t'as envisagé ça ? J'y ai forcément pensé, beaucoup à Solal aussi, évidemment, parce que ça chamboule. J'avais forcément peur que ça puisse le chambouler lui sur le long terme, que notre équilibre à trois puisse être chamboulé aussi. Donc c'est aussi ça qui peut au départ m'avoir freiné dans le fait de me ôter parce que oui, derrière il y avait un enfant qui était déjà là et donc forcément il y a encore plus de réflexion sur la façon de faire les choses. Oui, clairement. Et toi, Maud, du coup, comment t'as réagi ? Étonnamment et honnêtement, j'ai pas très très bien réagi parce que je sais pas si c'est étonnant en soi, mais en fait ça a été étonnant pour moi en tout cas. Ça a été étonnant pour moi de réagir de façon pas très positive sur le moment parce que on a des amis transgenres, etc. Enfin, j'ai aucun souci avec ça. Voilà, il y a aucun problème avec ça, avec l'identité, le genre ou l'orientation sexuelle de chacun. Et là, par contre, quand ça arrive dans ton propre foyer et que ça t'arrive, directement avec ton conjoint, en fait, en fait, c'est pas pareil que quand c'est tes amis qui te font un coming out, voilà. Donc du coup, non, sur le moment, j'ai pas très bien accueilli la nouvelle parce que justement, je me suis dit que ça allait chambouler énormément de choses, que la personne avec qui je vivais allait changer physiquement et peut-être aussi mentalement. Enfin, je savais pas trop en fait comment ça allait se passer. J'avais peur pour Solal. Voilà, j'avais peur que notre équilibre soit déséquilibré parce que faut aussi rappeler qu'on était ensemble depuis 13 ans. Ouais, ça faisait 13 ans à ce moment-là. Ouais. On s'est mis ensemble en 2007, donc du coup quand ça arrive en 2021, il y a beaucoup de chemin qui s'est fait dans un couple au schéma qu'on a un schéma lesbien en fait, deux femmes qui ont fait un enfant, etc. Et donc là, voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent être revues et sur le moment, non, ça a été un peu compliqué. Oui, non, mais c'est nécessaire enfin, je me dis, on peut être très ouvert, avoir toutes les convictions du monde. Je pense que la première chose qui te traverse, c'est que les choses vont changer nécessairement, en fait. Donc, je pense que ta réaction, elle est juste humaine. Oui, mais c'est vrai que moi-même, j'en ai été étonnée et je m'en voulais en plus de réagir comme ça, mais c'était plus fort que moi, en fait. Voilà, fallait que j'accueille la nouvelle et puis il me fallait un temps de réflexion de mon côté. Et c'est vrai que toi, tu l'as mal vécu, ça. Oui, au début, oui, mais après, maintenant, avec le recul, je me dis qu'effectivement, c'est normal. Moi, j'étais aussi dans mon chamboulement et forcément, au départ, je l'ai un peu mal vécu. Après, maintenant, oui, ça changeait tellement. Enfin, ça changeait pas tellement de choses, mais sur le moment, on se dit qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Il y a tellement de questionnements en fait que ça, forcément, on peut pas dire ouais, c'est génial, il y a pas de souci et on passe à une autre conversation. Donc, ouais. Et du coup, Maud, tu disais que tu avais eu besoin d'un temps de réflexion, mais d'un temps de réflexion pour quoi ? Pour juste encaisser, mais tu savais au fond de toi que de toute manière, les choses, elles iraient bien et c'était juste le temps d'admettre ? Ou tu as réfléchi à d'autres choses ? Non, c'était vraiment le temps d'accueillir la nouvelle et le temps de ouais, c'est ça. Voilà, de l'ingérer, de la digérer. Je savais que j'aimais Clément, je savais que voilà, on avait des bases très solides et je me voyais. En fait, j'ai pas pensé une seule seconde à partir, mais voilà, c'était vraiment me dire bon, il va y avoir des choses qui vont changer, on sait pas quoi, on sait pas quand, on sait pas comment, et tout ça à un moment ton cerveau il vrille un peu quoi. Donc c'était plus en ça qu'il fallait que j'ai ce temps-là pour de recul entre guillemets. J'ai contacté une association de personnes transgenres et pour les proches aussi de personnes transgenres ou en questionnement. J'ai participé à une réunion
pour les proches. J'ai été voir un thérapeute spécialisé dans les identités de genre ou pour les proches de personnes en questionnement ou transgenres. Voilà, du coup, j'avais besoin d'en parler à l'extérieur, de recueillir les témoignages extérieurs pour pouvoir justement ensuite l'accompagner au mieux, quoi. Être moi posée dans ma tête pour pouvoir ensuite être là pour Clément et pour Solal. Oui. Non, c'est tout à fait compréhensible. Et je pense que ça, pour toi aussi, ça a dû être Solal pour le coup la principale préoccupation. Oui, parce que en fait c'est bête, mais comme Clément l'a porté, je me suis dit mais comment on va, donc déjà il faut lui expliquer que il avait 2 ans à l'époque. Oui. Il faut lui expliquer donc que parce que il avait deux mamans. Enfin, il avait déjà Mimou et maman. Bon, au niveau des appellations, il y avait Mimou et maman. C'est lui qui avait choisi comme ça, mais pour lui, il avait 2 mamans. Et même nous, pendant 2 ans, on lui a expliqué qu'il avait 2 mamans. Donc, du coup, il a fallu se dire, bon, comment on va lui expliquer que, voilà, qu'il y a cette évolution qui s'est faite et que c'est plus, il y a pas 2 mamans. Et puis, en plus, Clément l'ayant porté, voilà, il a été dans le ventre de son Mimou. Voilà. Donc, il y avait plein de choses comme ça où je me suis dit, bon, il va falloir que moi je me pose pour qu'ensuite on puisse se poser et lui expliquer tout ça sereinement, comme on l'a toujours fait et comme on lui a toujours expliqué les choses, quoi. Je voulais pas être confuse dans ce qu'on allait lui expliquer ou être mal à l'aise dans le fait de le dire. Donc, Oui, parce que tu me disais qu'il avait déjà avant, il avait 2 mamans. Et du coup, est-ce que vous avez changé vos appellations pour Solal ou pas du tout? En fait, quelques mois avant déjà, Solal a commencé à m'appeler Mimou. Et du coup, ça a permis tranquillement d'effacer le mot maman de son vocabulaire. Et pour moi, de lui-même, quoi. Oui, c'est lui de lui-même a fait une distinction. Du coup, on lui a expliqué les choses. Enfin, moi, je suis allé à ce moment-là, j'allais beaucoup me promener avec lui, donc j'ai profité de ces petits moments à deux pour pas mal discuter, enfin lui expliquer les choses, ce qui était en train de se passer, etc. Donc déjà pour un peu introduire le sujet avec lui et tout ça. Et du coup, pour l'appellation, donc on lui a expliqué que Mimou c'est son papa, etc. Donc il continue à m'appeler toujours plutôt Mimou. Parfois, une fois de temps en temps, il me dit papa, mais c'est pas souvent. Et on lui a pas demandé, nous, non, j'ai pas forcément, à ce qu'il t'appelle papa, en fait. C'est venu avec aussi. le temps et avec le fait que les gens ont assimilé ta transidentité. Et du coup, par exemple, l'assistante maternelle, elle a assimilé la nouvelle et maintenant elle lui dit, tiens, va voir ton papa Mimou. Avant c'était Mimou, maintenant c'est va voir ton papa Mimou, va voir papa tout court. Ouais. Et du coup, lui, il entend ça, même des gens à qui on parlerait dans des situations où ils te connaissent pas, ils disent il y a ton papa et ta maman. Donc lui, il a assimilé qu'il avait son papa et sa maman et il t'appelle Mimou et des fois c'est papa. C'est exactement ça. Mais c'est parce que les autres en fait ajoutent le terme de papa. Oui. Mais toi, ça te dérange pas, au contraire. Non, pas du tout. Moi, ce petit surnom me convient bien. C'est un petit truc que lui a décidé il a décidé lui-même de me nommer comme ça, donc je trouve ça mignon et ça me va. Et donc et puis Maud, ça a toujours été maman de toute manière, donc il n'y a pas eu à changer. Donc ça c'est pour l'instant naturellement et petit à petit, mais on n'a rien imposé et non. Et c'est lui qui verra comment il a envie de t'appeler. Pour enseigner, je crois que c'est acté. Oui, c'est acté. Ça a l'air d'être plutôt pas mal acté. Est-ce que Clément, quand tu as parlé à Maud, parce que finalement mai 2021 c'était hier. Totalement. C'était il y a pas longtemps et tu as été relativement rapidement dans ta transition. Est-ce que pour toi, c'était acté que si t'en parlais, t'agissais tout de suite? Ouais. Et oui, pour moi, une fois que pour moi, ça marquait le top départ de ma transition en fait. Et à partir du moment où j'en ai parlé à Maud, je crois que la semaine d'après, je prenais tous mes rendez-vous nécessaires pour les hormones et même mes rendez-vous chirurgiens. Je crois que je les ai pris une semaine ou deux après l'annonce, je crois. Ah ouais, ça a été rapide. Enfin, ça a été rapide et en même temps, je me rendais compte que tout prenait du temps, donc je savais qu'il fallait quand même que je boucle les choses et j'avais envie que ça avance et j'avais envie d'arriver
là où j'avais envie d'arriver en tout cas. Donc oui, bah c'est clair que j'ai pas tergiversé une fois que ça a été annoncé parce que ça me en fait quelque part ça me libérait et donc c'était le moment où je me suis dit ok, je peux être moi-même et on y va quoi. Oui, parce que ça a été vite de l'extérieur, mais toi en fait ça a pris 34 ans pour que tu en arrives là. Vrai. Donc en fait ça a été vite pour oui, non, ça a été voilà. Ça a pris du temps au final. Ouais, totalement, ouais, c'est vrai. Une fois que la prise de décision a été faite, c'est là où ça d'accord. Est-ce que pour toi il était clair que si tu changeais d'identité, tu devais passer par la transition parce que je crois que tu peux ne pas le faire. En fait. Après, chaque personne voit les choses comme elle le sentent, que ce soit pour les hormones, que ce soit pour les différentes chirurgies possibles. Chacun voit sa transition comme il ou elle le ressent. Moi, j'avais trois choses qui étaient importantes pour moi. Pour me sentir complet dans ma transition. C'était d'abord de prendre des hormones parce que ça c'est on va dire que c'est le plus rapide à pouvoir accéder, faire la mammectomie et ensuite faire mon changement d'état civil. Et il y en a qui vont ajouter d'autres opérations ou qui vont pas faire de mammectomie. Ça c'est vraiment propre à chacun. Et on en parlait en off tout à l'heure, Constance, mais il y a un truc qui est vachement important à dire quand même, c'est que dans les transitions, il y a autant de transitions que de personnes trans et chacun voit sa masculinité ou sa féminité comme il l'entend, ou son genre en tout cas comme il l'entend. Mm-hmm. Et on n'est pas plus ou moins trans si on fait ou on ne fait pas des opérations quoi. Donc moi je la voyais comme ça, ma transition, et effectivement j'ai bien avancé dessus. Je suis assez content là d'où j'en suis aujourd'hui, mais c'est pas fini. Mais non, parce que prochaine étape, changement d'identité. Exactement. Du coup. Et ça, je suppose que c'est la partie la plus longue presque. Ça va mettre du temps. Je sais que dans ton auditoire, tu as de nombreuses personnes qui ont dû adopter leur enfant. Mm-hmm. On en fait partie. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'il faut monter un dossier prouvant qu'effectivement je suis dans la société considéré comme un homme, donc auprès de ma famille, de mes collègues, de mes proches. Enfin, il faut même parfois fournir des factures de club de sport avec une identité, etc. Ou tout autre justificatif. On fait un joli dossier bien monté et ça passe au tribunal judiciaire. D'accord, tribunal judiciaire. Voilà. Et donc le juge statuera si j'ai le droit d'avoir le petit M, d'être qui je suis, et de pouvoir changer toutes mes identités sur tous mes papiers. D'accord. Et est-ce que je peux te poser la question de... Tu as changé de prénom ? J'ai fait un changement de prénom, ouais. Avant de faire justement le changement d'état civil, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite. D'accord. Donc ça me permettait d'avoir partout mon nouveau prénom. Mm-hmm. À savoir que le changement de prénom, ça se fait en mairie, et moi, ma mairie a dû mettre 1 semaine et demie à le faire. Ah oui, c'est rapide. Donc c'est rapide, c'est quelque chose qui est... Ça dépend des mairies. Oui, ça dépend des mairies. Il y a des mairies qui bloquent. Nous, on a une mairie où ça se passe bien, donc j'ai eu de la chance. Effectivement, c'est bien de le rappeler que c'est pas pareil. On n'est pas tous logés à la même enseigne selon nos régions d'habitation. Mm-hmm. Et donc oui, ça c'est une des premières choses que j'ai fait, ouais. C'est de faire le changement de prénom. D'accord. Et ça a été acté. Tu te souviens de quand est-ce que ça a été fait ? Ça a été, j'ai eu le papier mi-septembre. Ah oui, donc très très rapidement ouais. Après ta décision. Rapidement, voilà, c'est pareil, c'est un tout petit dossier, c'est un dossier un peu plus facile à faire avec quelques attestations de proches, et j'avais dû mettre une facture ou deux avec mon nouveau prénom, mm-hmm. Et puis un petit CERFA expliquant pourquoi je voulais changer de prénom, et ça a été fait, je te dis, en une bonne semaine, c'était fait. Mm-hmm. Est-ce que ce changement d'identité, il engage aujourd'hui ta parentalité ou ta parentalité future, et d'ailleurs votre parentalité? Non, pour moi c'est une continuité, donc ça n'engage en rien ni ma vie de tous les jours, ni la parentalité. La parentalité future, là, elle est pour l'instant... Oui, nous de toute façon on n'avait pas prévu d'avoir d'autres enfants, parce que on a déjà mis plusieurs années parce que Solal arrive, donc voilà. Après ça te freine quand même, toi. Enfin, on s'était pas fermé complètement de porte au cas où il y ait un deuxième enfant. Ouais. Même si bon, c'était pas, voilà. C'était pas trop un projet. Après, c'est vrai que là, moi, ayant avancé sur ce sujet, je voudrais plus porter d'enfant.
Bon, ça aussi, c'est propre à chacun. C'est tout à fait propre à moi, effectivement, parce que un homme, rappelons tout de même qu'un homme trans peut porter son enfant. Exactement. Donc oui, ça, dans ce sens, ça peut effectivement questionner une parentalité future. Mais sinon, mais en soi, non, ça n'a rien changé. Et est-ce que Solal, lui, il a vu le changement? Ah bah oui, tu piques. Il le dit. Oui, avec ses enfants, il y a plein de choses assez marrantes qui ressortent. Oui, je pique. On a beaucoup parlé aussi. Là, je me suis fait opérer. J'ai fait ma mammectomie à l'heure où on se parle. C'était il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Donc ça, je lui en ai beaucoup parlé. Enfin voilà, il avait vu ma poitrine et je lui avais expliqué ce qui allait se passer, que j'allais voir le docteur pour qu'il l'enlève. Et effectivement, il est aussi dans cette histoire-là. Et puis il est au courant de ce qui se passe à chaque étape. Et il te genre au masculin parce que quand on lui a annoncé à Solal, qu'on lui a expliqué, à cette époque, il genrait pas encore, il faisait pas des phrases, tu vois, toutes construites, exactement. Et là maintenant, ça fait peu de temps que quand il genre, voilà, il arrive à, il genre les gens. En fonction de qui ils sont, et c'est son mimou, c'est il. En fait, nous aussi parce qu'il nous entend bien sûr, parler, mais voilà, ça il a assimilé, donc il y a ça aussi qu'il a intégré. Ouais. Oui, et puis pour lui c'est naturel. Enfin, ça semble en tout cas naturel. Enfin, c'est sa normalité, on va dire. C'est son histoire, donc il grandit. Il grandit là-dedans. Nous, on a toujours mis un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas de secret. Donc, il n'y avait pas de secret sur sa conception. Et là, il n'y a pas de secret sur qui je suis et qui je suis par rapport à lui. Il y a un truc marrant, c'est hier, Maud, je sais plus pourquoi tu lui as posé cette question. Non, parce que quand on lisait l'histoire. Une histoire, il a demandé, tu lisais une histoire, il y avait une femme enceinte et Maud lui dit, mais du coup, toi, tu étais dans le ventre de qui? Et il dit, j'étais dans le ventre de Mimou. Et en fait, c'est vrai que comme ça faisait un moment qu'on n'avait pas abordé le sujet de la grossesse ou quoi, ça nous a fait rire parce que en fait, c'est naturel pour lui. Il le sait en plus. C'est ce que ça a démontré. Et puis voilà, c'est naturel. Oui, ok, j'étais dans le ventre de mon Mimou. C'est comme ça. C'est normal. Mais oui, enfin, tu vois, je trouve que nos enfants, ils se posent beaucoup moins de questions que nous. En fait, c'est ça qui est fabuleux. À partir du moment où c'est expliqué, les choses, ok, elles sont intégrées, elles se vivent naturellement quelque part. Et après, le problème, c'est les autres. C'est toujours comme ça. C'est ça. Justement, parlons-en des autres. Comment ça a été accueilli pour toi dans ton milieu professionnel? Est-ce que tu as changé de boulot depuis d'ailleurs? Peut-être que ça a été concomitant à quelque chose, je ne sais pas. Non, j'ai dû faire ça a été difficile pour moi de le dire, parce que ça a été difficile de le dire avec tout le monde, en fait, de mettre des mots sur qui je suis, ça a été difficile avec tout le monde. Ça faisait moins d'1 an, je crois, que j'étais dans ce boulot-là quand je leur ai dit. Je suis d'abord allé voir ma hiérarchie pour leur expliquer, voilà, machin. Voilà, les gens ont en fait accueilli naturellement la nouvelle au travail. J'ai dû le dire, ça s'est bien passé. Très franchement, c'était pas gagné. J'avais un peu des a priori sur les personnes à qui je l'ai dit. Parce que tu travailles dans un milieu très masculin, assez fermé. Voilà, il y a beaucoup BFM télé en boucle. On n'est pas sur on n'est pas sur du LGBT QIA+, très friendly, de visu en tout cas, comme ça on peut avoir un a priori. Et en fait mes collègues mes 2 collègues les plus proches sont des hommes qui ont plus de 50 ans, qui ont 50 et 60 ans, donc voilà, plus proche de la soixantaine. Et pas forcément des intellectuels, quoi, si tu veux. Et donc j'avais un a priori en me disant ils vont pas comprendre. Ouais, c'est plutôt ça, ils vont pas comprendre et peut-être que ça va faire des blagues derrière mon dos, et voilà, j'avais un petit peu peur de ça. Et en fait, ils m'ont dit écoute, c'est ta vie. Mais ils m'ont posé des questions, mais comme n'importe qui a pu me poser des questions, mais avec du respect, et donc ça s'est très bien passé. Il y a eu des petites gaffes pour me genrer, mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque voilà. C'est le temps normal que les gens se fassent exactement. Prennent le texte, Après, ils ont tout changé avant même que tu aies changé de prénom à la mairie. Ils avaient changé ton prénom sur ton adresse mail, sur la petite pancarte d'accès à l'atelier. Ah oui, waouh. Ils ont fait des choses, Ils ont vraiment pris en considération.
Je crois qu'ils en ont parlé enfin, il y a eu une réunion avec plusieurs chefs et là, toi, ton chef ou ta chef a expliqué aussi, a dit, voilà. Oui, parce que, moi, je suis dans une grande administration, on est beaucoup, ça faisait pas très longtemps que j'étais là, donc je connaissais pas tout le monde avec le problème Covid. J'avais pas rencontré tout le monde et bon, je voulais que les gens sachent et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Donc j'ai demandé à ma chef comment est-ce qu'on pouvait mettre les choses en place et elle m'a dit écoute, je vais en parler en réunion plénière, comme ça les chefs de service pourront l'annoncer à tout le monde et puis voilà, comme ça c'est acté et franchement aucun mauvais retour au travail quoi. Ouais, ça c'est super. Il y a forcément des gens qui en pensent pas moins, mais moi j'ai pas été impacté, j'ai eu cette chance là, c'est que voilà, pas de mauvaise surprise, pas de mauvais ressenti et ça a été une sacrée un soulagement. Un vrai soulagement. Ouais, tu m'étonnes. Et ta famille, ça a été comment? Enfin, alors attention, tu peux ne pas répondre à la question. Ma famille globalement, ça s'est bien passé. De mon côté, la famille de Maud, ça s'est très bien passé, ça a été très compliqué avec mes parents. Ouais, je me souviens que vous en avez parlé, je crois, sur le compte d'Instagram. Ouais, on en avait. Parce qu'on s'y attendait pas. Non, j'étais en fait justement des fois il y a des personnes où on se dit ça va pas passer et alors là ça passe nickel et il y a des personnes où on se dit ça va être voilà, il va falloir un petit temps pour accueillir la nouvelle, etc. comme ça a été mon cas. Et en fait ouais, je me suis pris voilà, ça a été très compliqué voilà, on va essayer de voir comment évoluent les choses maintenant mais ouais, ça a été 6 mois compliqués quoi. D'accord. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux? Oui. Ouais. Je suis passé par plein d'étapes là depuis ce début. Bon, il y a plein de choses qui se sont passées et plein d'événements heureux que je pourrais raconter, mais il y a un sentiment que je connaissais pas, c'est de se sentir soi-même et de se sentir libre de ses choix. Mm-hmm. Et pour moi en fait c'est ce sentiment-là, il a juste été incroyable. Oui. C'est nouveau pour toi. Ouais, c'est nouveau. Enfin, je saurais même pas vraiment le décrire finalement, mais ça a été un vrai souffle. Oui, je me doute. Tu te sens à ta place. C'est ça, exactement. Aligné, comme on dit. Exactement. Moi, j'ai des craintes pour l'école et compagnie. Ça oui, oui, il y a un truc qui est sûr, c'est que là, tout est merveilleux, tu vois, il est chez son assistante maternelle, il est dans un micro-monde, hein, après, quand il va entrer à l'école, ça va être autre chose, parce que, justement, c'est son papa Mimon qui l'a porté, et je pense qu'il y a des moments où, à l'école, il parle un petit peu de, je sais pas, la généalogie, etc., donc il a son donneur, son papa l'a porté, enfin, il y a un moment où, quand il va intégrer que par rapport aux autres, c'est pas la même chose, même si lui il est bien dans ses baskets par rapport à ça, voilà, il va vraiment sentir cette différence quoi. Et les autres, s'ils le verbalisent, pourront lui faire encore plus ressentir que oui, c'est pareil quoi. Donc ça sera à voir effectivement. De toute façon, on va faire de toute façon ces parcours-là, c'est étape par étape donc oui. Et puis encore une fois, enfin tu le disais tout à l'heure, il y a pas un parcours qui soit identique, donc il y a pas je pense que il n'y a pas de manuel, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il va falloir attendre de voir ce qui se passe et puis, pareil à ça, en fonction de ce que vous avez comme retour de sa part à lui. Si ça se trouve, ça va passer crème et voilà. Ouais, j'espère qu'on aura de bonnes surprises. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours les autres qui nous font peur finalement dans leur réaction et dans leur après voilà, est-ce qu'on établira comment on lui expliquera les choses ou comment lui devra raconter sa famille à l'école. Ouais, c'est sûr que ça c'est jusqu'où il pourra aller pour être tranquille ou je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais il a encore que 2 ans et demi. On va, comme tu dis, on va faire les choses étape par étape. Oui, et puis bon, il y a d'autres projets qui font que si ça se trouve, vous serez peut-être plus là pour l'entrée à l'école. Là où vous êtes et que on sait pas, enfin voilà, il y a aussi ça qui va jouer donc l'avenir nous dira. Oui. Après c'est sûr que les gens sont pas obligés de savoir non plus toute notre vie et non, clairement pas, mais c'est vrai qu'à l'école les enfants, alors c'est pas tant les enfants qui creusent, c'est les parents derrière les enfants qui creusent. Ils vont rentrer à la maison, ils vont parler de ce que le copain a dit à l'école et là quoi? Bon, mais qu'est-ce que c'est possible? Ouais.
Ouais. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup, tous les deux, parce que se livrer sur ce parcours-là, surtout qu'il est quand même assez frais et récent, c'est pas rien. Et c'est hyper important de le visibiliser parce que je pense bien, et je peux affirmer que tu n'es pas seule à avoir des envies de transition, on le sait tous, hein, mais de transition et de grossesse, j'ai encore eu un message ce matin et je te l'ai dit. Et ça va aider. Clairement, ça va aider, ça va rassurer, ça va normaliser, ça va visibiliser, ça va... Enfin voilà, c'est un acte militant, soyons clairs. Oui, je sais pas si on est... oui, c'est militant parce qu'il faut parler de nous parce qu'on existe, parce qu'on est là et que en fait on vit notre petite vie tranquille. Et je pense forcément aux jeunes. Tu nous as parlé de certains témoignages et je pense forcément à ces jeunes-là qui se construisent et qui ont peut-être des craintes, qui ont peut-être des peurs. Et nous, ce qu'on montre en tout cas sur nos comptes Instagram, c'est qu'on est une petite famille tranquille et on vit notre petite vie et ça peut bien se passer. Ouais, et tout va bien. Et c'est ça qui est important. Et nos enfants vont bien. Et les enfants vont bien. Merci beaucoup, Maud et Clément. Merci à Constance. toi. À très bientôt. À bientôt. Je vous reprends pour ajouter quelques informations. Jusqu'en 2016, la transparentalité était limitée par la loi française qui exigeait la stérilisation des personnes trans pour accéder à une transition administrative. Dénoncée par le défenseur des droits européens, depuis 2009, cette condition a été supprimée le 18 novembre 2016. La source de cette information est l'association Chrysalide. Depuis le vote de la nouvelle loi bioéthique, les accès à l'adoption et à la PMA ont été ouverts, mais pas encore l'accès à la GPA, ce qui ne veut pas dire que des discriminations ne sont toutefois pas appliquées dans le choix des dossiers. Évidemment, devant la récence de ces mesures, aucune statistique n'est disponible sur le nombre d'enfants grandissant dans des familles transparentales. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un ou même à plusieurs personnes, vous pouvez le partager. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez soutenir le podcast, le noter sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify, vous abonner aussi au podcast, c'est ce qui a priori donne le plus de visibilité, et enfin vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast, afin de continuer la discussion ou d'en commencer de nouvelles. Je vous souhaite un très bon début de semaine et vous retrouve jeudi pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart